Madame. Excusez-moi. Ah ouais, excusez-moi, madame. Ce que je comprends pas, je trouve ça scandaleux, c'est que vous changez l'hôtel et qu'aujourd'hui, il n'y ait pas un responsable qui soit présent pour nous dire, voilà, vous changez d'hôtel, c'est pas Madame, normal. alors le responsable qui n'est pas présent parce qu'il vient d'avoir un accident. Bah oui, bien sûr, ouais. Nous avons le directeur. Bah oui, mais madame, c'est pas normal. Il a un accident et on change d'hôtel, ouais. Le Marina Beach n'a rien à voir avec votre réservation. Merci, on a réservé au Marina Eh, Beach. tu les rembourses les 2000 € aussi? On a réservé au Marina Beach. Bon voyage, le voyage dure à peu près une vingtaine de minutes. Au revoir, messieurs, dames. Bonsoir, vous faites peut-être partie des 80% de Suisses qui sont partis en vacances entre juillet et août cette année encore. Les Helvètes appartiennent au peuple qui voyage le plus au monde. Nous prenons par exemple 2 fois plus l'avion que nos voisins français, italiens ou autrichiens. Qu'est-ce qui nous pousse alors à partir et repartir sans cesse? Pourquoi ce besoin de quitter son chez-soi et d'aller voir ailleurs, au risque de rencontrer parfois quelques désillusions, comme la vidéo que vous venez de voir? Cette séquence accentue d'ailleurs la mauvaise image d'un vacancier souvent décrié, le touriste de base, quasi assisté, mais qui fondamentalement, vous allez voir, ne diffère guère du globe-trotter ou de l'aventurier explorateur. Attachez vos ceintures et bon voyage, bienvenue dans la tête d'un touriste. Pour commencer, vous allez voir que faire ses bagages est tout sauf anodin. Vous avez prévu des pantoufles pour l'hôtel? Montrez-moi votre valise, je vous dirai qui vous êtes. J'ai voulu perdre mes repères de manière trop abrupte. Vous verrez qu'en voyage, il y a ceux qui s'égarent et ceux qui se trouvent. C'est un peu un casino, on y va, on ne sait pas trop ce qu'on va gagner, mais on est sûr qu'on va gagner. Regarde, comme ça. Ah oui, il est debout là. Je sors, après je fais comme ça, après comme ça. Ça c'est à gauche. Là, c'est à droite. Tout droit. Vous découvrirez aussi que les enfants ont une façon bien à eux de se repérer Et t'es arrivé. et que certains voyageurs n'arrivent plus à revenir. On est touristes, on est voyageurs, on est aventuriers pour nous. Pour nous, on a envie des aventures. Quel que soit votre profil, embarquement immédiat dans la tête d'un touriste. J'ai 18 ans et je pars avec 2 amis. On part dans un voyage assez festif. On cuisine dans l'entre-wagon, on s'arrête au des gares un peu au bol, au réveil. Bonsoir les gars. On va lire les règles. Oh, magnifique avant ça. Déguster. C'est une errance comme ça, on a la carte de l'Europe qui est distribuée avec le pass Interrail qui est ouverte. Ça va. Je pense qu'après, on prend un train pour revenir à Madrid. On se retrouve tout au sud de l'Espagne, à Algeciras. Et là, quand même, il y a cette tentation de traverser la Gouille, de traverser le détroit, d'aller voir ce qui se passe au Maroc, qui est très forte. Et on est tous les 3 alors, super enthousiastes. Et on nous demande quand même nos pièces d'identité. Et mes 2 amis ont une carte d'identité. Moi, j'ai un passeport. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on continue le voyage les 3 de manière très solidaire? Ou est-ce que peut-être Bon bah voilà quoi. il y a des petites voix qui disent vas-y, fous le camp, pars. Je me demande quand même si c'est le bon choix. Mais moi, j'ai quand même un petit peu trop envie d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté du détroit. Ciao. Ciao Blaise, allez. Ben voilà, je m'en vais seul. Ces 5 petits jours de voyage solitaire, c'était une telle intensité, une telle force, que même si je reprends le voyage où je l'avais laissé, dans ce même esprit festif et amical, il y a quand même quelque part une petite ampoule qui s'est allumée, comme quoi quelque part m'attend encore cette vie intense. Et puis voilà, c'est la fin, c'est-à-dire qu'on tombe dedans. Une drogue tout à fait légale, très belle, mais qui est le voyage qui pour moi, je l'ai toujours pratiqué seul, en augmentant les doses, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 année et demie. Et ça part comme ça. Jean-Didier Urbain, bonsoir. Bonsoir.
Vous êtes docteur en anthropologie sociale et culturelle. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur ces êtres qui se déplacent très loin ou très près, qu'on appelle les touristes. Alors dites-moi, pour vous, un touriste ou un voyageur, est-ce que ce sont deux êtres totalement différents ou c'est du pareil au même? Disons que le touriste est une espèce de voyageur parmi d'autres. Avec des traits particuliers, qui est qu'il ne voyage pas par nécessité, il voyage par plaisir, mais c'est un voyageur, au même titre que n'importe quel autre voyageur, qu'il soit ethnologue, aventurier, routier, représentant de commerce. Tous ces gens voyagent, mais selon des modes et des finalités différentes. Je sens que certains voyageurs, vous savez, ceux qui voyagent seuls, sans agence de voyage, avec un sac à dos, et qui vont à la découverte du monde, sans rien organiser de particulier, vont se vexer si vous les comparez aux touristes qui, par exemple, iraient en vacances dans un club. Oui, c'est vrai qu'il y a des voyageurs qui se pensent voyageurs avec une majuscule. Donc ce n'est même plus un nom commun, c'est un nom propre. Je suis un voyageur, moi touriste jamais. Le touriste, c'est toujours l'autre, hein, bien sûr, parce que moi j'innove, moi je suis indépendant. Mais il y a une image aussi très stéréotypée là, du touriste, qui est que le touriste serait un individu finalement peu doué sur le rapport de l'intelligence, qu'on doit toujours assister, qui voyage toujours groupé. Qui est donc incapable d'initiative ou d'invention en matière de voyage, ce qui me paraît totalement faux. Bon, Sainte-Maxime, c'était bien là. Là, on était tombé en panne avec le bus, tu te rappelles? Camargue aussi. Camargue aussi, Provence. C'est bien, tout ça. Oui, des fois, j'ai la peine à choisir, parce qu'il y a tant de trucs qu'on a déjà fait. L'Aveyron aussi. Ouais, c'était bien. Puis le guide, là, il était bien, là aussi. Bruno. Si Homo touristicus était retraité genevois, ce serait Bernard. Bernard et son épouse Martha, grands collectionneurs de voyages organisés, toujours prêts au départ. J'ai tellement fait de voyages que j'en suis à une soixantaine plutôt. Une soixantaine de voyages avec toujours la même compagnie. Qu'est-ce que vous espérez trouver à chaque fois quand vous... Des nouvelles choses. De voir quelque chose que je n'ai jamais vu. Comme là, je vais aller à Marseille. Marcel Pagnol, je ne connais pas bien. Je vais pouvoir le découvrir comme il faut. De faire les calanques. On va faire les calanques. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup voyagé sans encadrement. Là, on était en Corse, tout ça. En étant avec une guide comme ça, elle nous amène à des endroits que si moi j'aurais été tout seul, je ne serais jamais allé. Elle nous a montré un arbre qui était énorme, énorme. Mais si on n'est pas avec un guide, on passe à côté. Et c'est dommage. En fait, ça me rassure, en fait. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est parti, Martha. Tu peux faire les bagages. Le cliché du touriste passif et grégaire n'est pas un problème pour Bernard. Les étiquettes, c'est pour les valises. Vous êtes quoi? Voyageur? Vous êtes touriste? Vous vous sentez comment, en fait? Non, je me sens comme touriste. J'arrive là, pour eux, je suis un étranger. Je suis un gars qui arrive de Suisse et puis qui vient voir leur pays. Moi, voilà comme je le ressens. Et j'essaye de m'adapter à eux. J'ai là le contact assez facile et je discute facilement avec les gens. Et je peux vous dire, le nombre d'amis que je me suis fait déjà dans les voyages, c'est énorme. J'ai été une fois au Maroc. Bon, alors là, c'est un des plus beaux voyages que j'ai fait. Et je suis allé aussi en Croatie, la mer, et juste là, les montagnes. C'est magnifique. Il faut le voir pour y croire. Ces voyages sont tellement précieux pour lui qu'il les immortalise dans ses films pour ne rien oublier. J'ai toujours aimé ça. Et pourquoi je filme les vacances? C'est pour garder un souvenir, surtout. Combien de fois je suis devant mon ordinateur? Excusez. Et ça vous émeut de repenser à tous ces voyages, ouais. C'est ça? Et ça me... Vous voyez ce que ça fait? Quand je fais le film, je revis tout. Je suis toujours en vacances. Donc, qu'est-ce que les voyages vous ont apporté, vous diriez? Que du bonheur. J'attends plus que ça, moi. Et on a la chance de pouvoir le faire, et j'espère que tout le monde puisse le faire comme nous. Mais on a tellement la chance de pouvoir voyager que pourquoi pas profiter? Ça fait 2 ans que je suis à la retraite, c'est maintenant ou jamais. Un touriste n'est jamais un voyageur sans bagages. Et la valise est souvent le miroir de nos espoirs.
Faire sa valise, c'est mettre en œuvre un mécanisme psychologique dont on est aujourd'hui en train de mesurer l'importance considérable, qui est notre capacité à anticiper. Par définition, vous mettez dans la valise pas ce dont vous avez besoin tout de suite, mais ce dont vous imaginez que vous aurez besoin. La valise, objet d'anticipation. Et que dit-elle, cette valise, du touriste que nous sommes? Que projette-t-on de nous lorsque nous partons en voyage? C'est ce que nous avons tenté de comprendre en conviant 6 volontaires, touristes de croisière, voyageurs encadrés, baroudeurs ou aventuriers sportifs. Nous leur avons demandé de préparer un bagage en prévision d'un voyage de 15 jours au Sri Lanka. Aucune autre indication ne leur a été donnée. Alors, comment ont-ils anticipé leur voyage? Bonjour Inès. Bonjour. C'est par ici que ça se passe. La consigne, c'était 2 semaines au Sri Lanka. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre valise? Elle n'est pas légère, votre valise. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un sac à dos. Aïe, oh, mais elle est super lourde. 19 kilos. Je le pèse à chaque fois. On regarde ce qu'il y a dedans? Bonne chance. Ouais. On va regarder. On pourrait, si on devait définir des tendances dans la manière de faire ces valises, rester sur des choses classiques que nous connaissons en psychologie, qui est d'abord la valise optimiste. J'anticipe pendant mes vacances, pendant mon séjour, des expériences positives. Donc ça va être une valise hédoniste. Je vais prévoir tous les moments agréables et je vais nourrir avec ce que je mets dans ma valise ces projections agréables. Et puis il y a des valises pessimistes, plus défensive, où j'anticipe toutes les catastrophes qui pourraient arriver et je vais chercher à remplir ma valise de tout ce qui va me permettre d'éviter ces catastrophes. Et regardez, il y a 4 bacs basiques, protection, amusement, imprévu au cas où. Vous pouvez dispatcher vos objets dans les 4 bacs. Comment nos 6 volontaires vont-ils répartir leurs objets? Et quelle sera pour chacun d'entre eux la catégorie la plus remplie? Basique, amusement ou l'une des 2 catégories les plus défensives, protection ou imprévu? Je vais voyager pour m'amuser et puis faire du sport. Ah, c'est quoi ça? Donc, c'est une voile de kitesurf. Dessous, ah ouais, il y a carrément le kitesurf. la planche, je sais pas si on arrive à la caser. Ouais, on va la mettre comme ça. voilà, sur le côté, exactement. Au niveau des habits, je suis toute la journée en maillot de bain, donc j'ai un maillot de bain, 2 maillots de bain. Puis j'ai un pareo pour me promener nu sur la plage, juste... non, c'est pas vrai, mais le pareo, il est confortable. Le bac amusement déborde de toutes parts. Emmanuel a clairement choisi d'embarquer une valise hédoniste. Un pantalon et un short. D'accord, on peut les sortir. Allez, un pantalon et un short, pour moi, c'est la base, ça. Pierre est lui aussi un voyageur hédoniste, mais à tendance pratique. C'est on va dire, le nécessaire de plage à minima, maillot de bain. Ok, donc alors, si on fait le bilan, on va dire que vous avez le matériel de base, ce qui n'est pas excessif. Vous avez quelques t-shirts, quelques rechanges, etc. Vous avez un petit peu de protection, c'est-à-dire le minimum. Regardez par exemple les maladies vis-à-vis desquelles on se prémunit. Il y en a qui ont une ou 2 maladies qui les inquiètent. Vous imaginez bien que par définition, aucune valise ne pourra protéger de tout ce qui peut vous arriver en vacances. Donc c'est le reflet, j'allais dire, de la quantité de thèmes anxieux qu'on peut avoir et pour lesquels la valise va représenter une sorte de protection imaginaire. Des sparadraps là-dedans, Panadol. D'accord. Du Vicks si tout d'un coup il y a trop d'air conditionné, que je prends un petit peu froid. Ah ouais, donc vous avez quand même réfléchi à des... Et puis ça, j'ai jamais dû utiliser, je touche du bois, mais c'est au cas où. Et puis ça, c'est... Encore des robes? Non, ça c'est tout des... Hormis sa grande trousse de médicaments, Daniel a rempli sa valise en pensant amusement. Pas dans la journée, mais presque tous les jours. Presque tous les jours. Il n'y a que du maquillage là-dedans? Oui. Ah d'accord. Ah ouais. Protection solaire aussi, visage. Ah, on va la mettre là. Ah, mais ça fait une 4e là. Visage. Même si un bagage surchargé peut donner l'impression d'un esprit inquiet, Viviane est hédoniste. Sa difficulté, c'est de choisir. Donc, jeans que je mets jamais en vacances. Ça, je le mets dans quoi? Imprévu? Bah d'après vous, c'est quoi? La basique. C'est la base pour vous. Amusement, d'accord. Imprévu, on dit? Bah ouais. S'il pleut? S'il pleut. J'espère que non. Carnet de vaccin. Morgane est celui des 6 dont la valise est la plus défensive. Il est celui qui veut tout prévoir. Mais voilà. Mais ça, c'est une liste que vous faites avant de partir en vacances. Voilà, que j'utilise à chaque fois. Anti-moustique, training, carte Google. Ouais. Pour la télécharger sur le Natel. Ah, vous êtes prévenant, vous. Ouais, c'est...
Des années d'expérience et puis d'oubli et de frustration. Le locus de contrôle, c'est la tendance à considérer les événements comme dépendants de nous, donc on peut les contrôler, et vous allez peut-être avoir cette dimension d'impression ou pas de contrôle en fonction des valises. Si on pense que tout est à notre portée, on va peut-être remplir davantage sa valise que si on pense que finalement, dans tous ces jours en vacances, il y a une partie d'aléas que de toute façon, on ne peut pas maîtriser. Il est déjà vide là. Ouais. Waouh, ouais. Vous prenez Là, pas il est beaucoup de vide. choses. Ouais. Là, c'est un sac à dos pour tous les jours. Ah oui, et juste cette trousse. Et là, il y a... si jamais... Pour Inès, pas besoin d'activer son locus de contrôle. Elle adore l'imprévu. J'ai pas besoin de plus. Maquillage, tout ça, c'est les vacances. Non, bah ouais, c'est les vacances. Ok. Non, mais je... D'accord. Ouais. Ok, donc vous voyagez vraiment très léger, on va dire. Oui. Vous n'êtes pas très au cas où, vous. Non, mais ça se passe toujours assez bien, donc ça... Vous êtes plutôt optimiste en voyageant. Et réaliste, parce qu'au final, ça s'est toujours assez bien passé pour le moment. Ouais. Donc, ouais. Si on prévoit le pire, peut-être qu'on le rencontre. Et si on ne le prévoit pas, on ne le rencontre pas. Je vois. Une étude récente a porté sur des recrues qu'on incorporait dans une armée d'un pays du Nord. Et on s'est aperçu que plus ils étaient optimistes, moins ils avaient de risques de coaguler leur sang dans les vaisseaux, parce que les facteurs de coagulation, qui dépendent aussi de l'adrénaline, sont plus bas chez les optimistes. Donc c'est bon pour le cœur, bon pour la santé. Et quand on est dans une position défensive, où on s'attend en permanence au pire, on a aussi une sorte de prophétie autoréalisatrice, où le pire finit par augmenter la situation de stress, augmenter la tension et effectivement diminuer le niveau de santé. Didier Urbain, on dit souvent que l'on part en vacances pour découvrir le monde. Vous en pensez quoi? C'est un des scénarios possibles pour moi. Je crois que la découverte, c'est bien, mais ce n'est pas tout le voyage. C'est-à-dire qu'on voudrait que le voyageur soit toujours en quête d'un autre monde. Il peut être aussi pris dans le voyage pour oublier le monde. Donc on n'est pas là dans une logique de découverte, mais dans une logique plutôt de purification, de détachement du monde. Le désir de désert n'est pas forcément le désir de découvrir le désert, mais de se découvrir soi-même dans un monde inhabité. Vous parlez de projet identitaire. Lorsqu'on parle de voyage, qu'est-ce que vous entendez par là? De toute façon, on ne revient jamais intact d'un voyage, ce qui ne veut pas dire qu'on en revient abîmé, mais qu'on en revient modifié. Et nous avons tous besoin aujourd'hui de cette petite modification, si légère soit-elle, que nous apporte le voyage. Parce qu'au fond, je pars en voyage, peut-être pour me découvrir moi-même, parce que mon quotidien m'empêche d'être ce que je voudrais être. Et puis, il y a aussi une autre démarche. On peut chercher dans le voyage à être autre que soi, devenir un autre. Vous savez, le bronzage, par exemple, c'est un signe identitaire quelque part. Je dis à tout le monde quand je rentre dans ma grise ville, voyez, j'ai changé de peau, je suis un autre. Et cette jouissance d'être un autre fait partie, au fond, des gains du voyage qu'on ne peut pas négliger. Ce n'est pas seulement découvrir le monde, voyez. Vous êtes en train de dire que les personnes qui partent, soit seules, soit en famille, pour louer une maison au bord de la mer, etc., ce ne sont pas forcément, si on y réfléchit bien, ce ne sont pas forcément des voyages pour aller à la découverte de l'autre, mais plutôt pour se découvrir soi-même? Absolument. Ce voyage en famille, si vous voulez, on peut le voir négativement en disant c'est du repli, c'est de l'autarcie, c'est du tribalisme, c'est vouloir ignorer l'autre. Mais c'est aussi de l'ouverture au sien. Et le voyage, ça sert également à ça, et pas seulement à s'instruire, découvrir, apprendre. On réapprend les siens, on réapprend à aimer les siens, on réapprend à prendre du temps à aimer les siens. C'est ça aussi le voyage. À force de se chercher, certains touristes risquent de se perdre. C'est le syndrome du voyageur, un trouble psychologique qui peut frapper toutes les populations de la planète en des lieux différents. Le syndrome de Paris est bien connu des touristes japonais. Complètement désemparés, ils ne retrouvent pas dans la capitale française la ville lumière qu'ils avaient idéalisée. Le syndrome de Florence provoque des vertiges, voire des hallucinations chez certains individus exposés à une surcharge d'œuvres d'art. Le syndrome de Jérusalem équivaut au syndrome de Florence, mais là, c'est le trop-plein de symboles religieux qui désoriente le pèlerin. Dans cette même veine mystique,
le syndrome de l'Inde frappe généralement des Occidentaux partis en voyage initiatique à Calcutta, Bénarès ou New Delhi. Ce syndrome, le psychiatre Régis Hérault l'a maintes fois observé et analysé lorsqu'il était en poste en Inde au consulat français. Nous, ce qui nous intéressait, c'était ces personnes qui n'ont pas d'antécédents, qui sont dans une sorte de voyage initiatique, qui n'ont pas de prise de drogue et qui présentent donc une espèce de bouffée délirante aiguë déclenchée par le voyage, et ce voyage en Inde, quand même, avec des manifestations assez spectaculaires. Les personnes sont hallucinées, délirantes. Because love enables you to go into the sun and pierce you. Love pierces you. Such a love pierces you between the eyes. That way, pounds like a jackhammer, makes a vortex into your soul. La dépersonnalisation, c'est quand soudain la structuration de notre moi est complètement entamée et donc on commence à douter de tout, et en particulier même de son identité, quoi. Et le profil de ces personnes atteintes par le syndrome indien? C'est plutôt des jeunes en voyage initiatique. Et ça peut arriver à des personnes plus âgées, mais plus rarement. C'est plutôt 18-35 ans, quoi. Ce trouble psychologique n'apparaît pas tout de suite. Il frappe le voyageur après plusieurs semaines. En revanche, le touriste qui arrive en Inde est parfois saisi par un autre type de trouble, le choc culturel. On a beau avoir lu 10 000 livres, on a beau avoir vu 10 000 films, quand on arrive, il y a un éprouvé de l'Inde qu'on ne peut qu'éprouver, ne serait-ce que la température, le choc thermique, ne serait-ce que les odeurs, ne serait-ce que le bruit, ne serait-ce que le contact humain, quoi. Et ne serait-ce qu'aussi l'espace. Quand les gens, on a une espèce d'espace un peu où il ne faut pas trop approcher, comme les chiens. Là, en Inde, c'est pas la même distance. C'est-à-dire que quand les gens ils s'approchent un peu trop, donc tout de suite, ça nous persécute. Plongé dans une culture totalement éloignée de ses repères, le touriste désorienté est soumis à un choc culturel entraînant une fascination ou au contraire un violent rejet. Mes premières 24 heures. 3 petits points. Bordel. Monsieur Ivan Krishnamurti est mort, clairement mort. Une telle dépendance à ma zone de gens connus. Après avoir brièvement communiqué avec mes proches, me voilà moral à zéro. Alors que le reste de la journée est passé si vite dans la frénésie de New Delhi, à me faire aborder toutes les 30 minutes et à communiquer avec les peu de personnes qui me paraissaient disposées, demandant ma route toutes les 10 minutes, en me faisant dévisager par tout le monde. Et j'avais un petit peu envie de faire un parcours personnel, de ne pas être dans cette routine, mais de pouvoir essayer de m'extraire de ma routine, de manière à voir comment est-ce que je vis sans mes contacts, comment est-ce que je vis sans programmation de mes activités de manière un peu constante, comment est-ce que je vis un petit peu en dehors de toutes ces cases dans lesquelles on nous met dès qu'on est tout jeune. J'avais fait le école de gestion, donc on parlait beaucoup de business, de maximisation du profit. Et j'ai l'impression de ne pas m'identifier à ce modèle-là. Pour m'extraire de ça, j'avais besoin de lire, de m'instruire, des choses qui étaient un peu alternatives ou marginales. C'est toutes des choses qui m'ont poussé à aller en direction de l'Orient, plus précisément l'Inde, où il y avait ces spiritualités importantes. L'étudiant lausannois arrive en pleine nuit à New Delhi. Il n'a avec lui que quelques affaires et un carnet de route. Il a décidé de se passer d'ordinateur, de téléphone portable, et il loue une chambre bon marché dans le bazar grouillant de cette capitale de 20 millions d'habitants. Le lendemain matin, en me réveillant, j'étais un peu effrayé effectivement avant de commencer ma journée. Et je suis monté sur le toit de l'hôtel. Et depuis là, j'ai un peu observé ce qui allait m'attendre une fois que j'allais descendre en bas. Effectivement, je me rappelle avoir vu des vaches un peu partout, manger le long des rues, le long du bazar, des chiens un peu partout. Je sais pas comment expliquer cette sensation de voir une telle concentration de personnes. Ça fourmillait de partout, les gens s'activaient un peu dans tous les côtés, des klaxons. Et effectivement, il y a un peu ce sentiment de dire, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire les prochains jours, où est-ce que je vais pouvoir m'insérer dans cette vie, ouais. Je subissais constamment des agressions de la part de gens qui voulaient absolument me vendre quelque chose. Donc c'est vraiment physique, hein. Les gens vous arrêtent sur la route, sur le trottoir pour vous vendre quelque chose. On nous touche la jambe et puis on baisse les yeux et on voit un enfant sur une planchette avancer avec ses mains. Et
c'est une expérience vraiment difficile à vivre. Dès qu'on arrive en Inde, on est dans le bazar, vous parlez de ce jeune homme, tout de suite vous êtes confronté à la mort. Il peut y avoir un cadavre, il peut y avoir un enterrement. Voilà, on ne voit jamais de cadavre. Là-bas, on arrive, le cadavre, ça fait partie de la vie. Vous voyez des gens courir avec un cadavre, vous voyez des gens morts dans la rue, vous voyez des gens parfois agoniser. Et ça, c'est vraiment le réel de la mort qui provoque ce choc culturel chez certaines personnes. Ces espèces d'agressions que je subis, si on peut les appeler comme ça, j'ai pas la possibilité de m'en libérer, de l'exprimer avec des mots pour pouvoir me sentir un petit peu mieux, pour savoir exactement de quoi il s'agit, ce que je suis en train de vivre. Impossible de décrire ce qui a été perceptible en si peu de temps. Tant de klaxons, de cris, la découverte d'une ville tant mouvementée qui me fait tellement peur. 24 heures intenses. Bonne nuit. Il y a aussi le jet lag, on ne parle pas du jet lag, mais c'est vrai que le décalage peut faire que vous ne dormez pas bien, la chaleur, etc. Et il ne faut pas oublier que le sommeil, c'est la température de l'esprit. C'est-à-dire quand on a 39 degrés, quand on prend cette température, on sait qu'on a une infection. Quand on commence à avoir des troubles du sommeil graves, de ne pas dormir une ou deux nuits, essayez de ne pas dormir, vous verrez, vous aurez assez vite des pathologies psychiatriques qui se développeront, un sentiment de persécution, parfois des réalisations, des personnalisations, enfin voilà. Peu à peu, avec le manque de sommeil, effectivement, parce que les nuits sont difficiles, ce sentiment négatif se transforme et s'intensifie, entre guillemets. Et je suis arrivé jusqu'à un moment où, effectivement, c'était carrément physique, la souffrance. En quête d'apaisement intérieur, Ivan pense avoir trouvé la solution. Il quitte la fournaise et l'extrême pollution de New Delhi pour se rendre dans ce qui fut l'un des lieux de méditation préférés de Gandhi. Le trajet en train dure 21 heures. J'étais calme, il y avait ce paysage qui défilait devant moi, et c'est un moment où je me suis senti assez bien. Et après, effectivement, il y a le soir qui arrive, la fatigue aussi qui s'intensifie, plus trop de dialogue, et là, ça retombe un peu. Et en fait, avant que ce moment commence, j'avais déjà cette petite angoisse, même s'il y avait une espèce de... une accalmie avant la tempête, entre guillemets. Et cette tempête, c'était vraiment mes pensées, quoi. C'était le fait de se retrouver tout seul et l'agitation de mes pensées et l'angoisse qui s'accompagnait, quoi. C'était une souffrance vive dans laquelle j'arrivais pas à me débarrasser. Typiquement, regarder la télé, me distraire un moment ou rencontrer quelqu'un, ça aurait été l'idéal. Mais effectivement, dans le contexte dans lequel je me trouvais, j'avais pas la possibilité de m'en libérer. Donc j'étais vraiment emprisonné dans ce cercle où pour moi la réponse était de partir. J'ai pu trouver un billet d'avion et là ça s'est tout de suite apaisé. Je me suis dit waouh, je me suis senti calme, je me suis senti bien. Mon voyage finalement qui était prévu pour une durée d'environ 6 mois, la durée du visa indien, s'est résumé à 5 jours sur place. Après, je l'ai vécu comme un espèce d'échec. Et j'aime pas l'échec. Donc du coup, je me suis dit, il faut absolument que j'y retourne parce que j'ai envie de me reconfronter à ces situations, à revoir ce que j'avais envie de voir à la base, mais avec une plus grande préparation. Jean-Didier Urbain, avant sa sédentarisation, l'homme avait besoin de bouger pour pouvoir se nourrir, se protéger. Aujourd'hui, dans les pays riches, la plupart des gens ont leurs besoins vitaux assurés. On connaît tous des gens qui sont partis en voyage et qui étaient déçus, ça s'est mal passé, et pourtant on y retourne encore et encore en vacances. Comment ça se fait? Oui, c'est vrai que cette nature récidiviste, je dirais, du voyageur de loisirs est un peu mystérieuse. Mais je pense que d'ailleurs le ratage est nécessaire, c'est ce qui nous donne envie de recommencer. Donc il y a une des raisons, je dirais, de récidiver en voyage, c'est l'addiction. L'addiction, c'est-à-dire réitérer pour retrouver le plaisir initialement éprouvé. Parce que le voyage, c'est aussi une question de plaisir, en fait. C'est aussi, bien sûr, c'est pour le plaisir. C'est l'hédonisme, devenu, au fond, un des piliers de notre culture, qui est un régulateur social aussi, heureusement. Hein. Il y a cette très belle expression de Jean Viard qui dit, au fond, les vacances, c'est un petit peu comme la permission accordée aux soldats, ça évite les désertions. On voyage quelque part pour pouvoir éprouver ce plaisir, éprouvé et perdu, et qu'on veut retrouver. Hein. Donc ça justifie la récidive. Mais c'est aussi, quand on le rate, se consoler, on veut faire mieux la prochaine fois. Et puis, vous avez d'autres raisons, bien sûr, quand même, ne pas oublier que le voyage, si on le recommence, c'est parce que c'est quand même aussi fondamentalement une expérience initiatique. Le voyage, on apprend.
Et c'est une sorte de formation continue qui dure toute la vie, le voyage. Le plaisir est donc une des composantes majeures qui déclenche l'envie de voyager. Ce plaisir lié à la découverte, les adultes le connaissent presque tous. Mais il faut aussi dire que nous le ressentons dès le plus jeune âge. Le nourrisson, pourtant attaché à sa mère, veut savoir ce qu'il y a derrière son épaule. Le bébé ne sait pas encore marcher que déjà il cherche à explorer son environnement immédiat. C'est à quatre pattes qu'il effectue alors ses premiers voyages. Dans cette séquence, le bébé découvre son environnement en veillant à toujours maintenir le contact visuel avec son parent. Il veut découvrir le monde en s'éloignant de 15 ou 20 mètres, jamais plus. Puis il revient. Petit à petit, ils vont quand même se faire une représentation de l'espace. Et il y a un moment donné, mais ça c'est presque déjà 2 ans, où ils se rendent compte, ils peuvent commencer par exemple de faire un détour ou de prendre un raccourci. L'enfant de 2 ans, il a déjà une sorte de représentation de l'espace, mais c'est un espace pratique. Si maintenant je tire cette ficelle comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Pour passer d'une perception physique à une compréhension abstraite de l'espace, l'enfant doit d'abord pouvoir se représenter les distances. À quel âge? Où est-ce qu'elle sera grande? Cette question avait notamment guidé les travaux du célèbre chercheur suisse Jean Piaget, dont nous allons reproduire ici une variante de son expérience sur la conservation des longueurs. On va faire à l'instant. Je vais te demander de me dessiner le chemin de la licorne pour qu'elle marche exactement la même chose que le lapin. Pour commencer, Luigi demande aux enfants de reproduire le chemin qu'il leur montre. L'enfant doit alors comprendre qu'il y a le même nombre d'allumettes. Et voilà. Parfait. Il marche la même chose là? Oui. D'accord. Puis, Luigi modifie la trajectoire de l'un des 2 chemins, toujours constitué de 6 allumettes. Les enfants vont-ils continuer à affirmer que c'est la même distance? Voilà. C'est pas la même chose. Non? La licorne, elle marche un peu Oui. plus. Là, c'est pas la même chose comme chemin. C'est pas la même chose? Oui. Tu vois, entre la différence, la licorne, elle marche plus. Ah bon? Pourquoi? Parce que son école est plus loin peut-être. Cet aspect d'aller plus loin que l'autre va l'emporter sur le fait qu'en fait les deux ont parcouru la même distance, mais comme il y en a un qui a fait des zigzags, il est allé moins loin. Donc il y a le fait, c'est cet aspect-là qui est mis en conflit dans l'épreuve. Donc il n'a encore pas la capacité opératoire, le raisonnement cognitif pour conserver les longueurs. Il confond les deux. Et cette compréhension-là, elle va arriver que plus tard, vers 7-8 ans. Donc les enfants de 4-5 ans, ils ont beaucoup de peine à comprendre ça. Tac, tac, tac. Si on fait beaucoup de virages ou on fait moins de virages, ça va tout changer. Ils vont avoir beaucoup de difficultés à appréhender, par exemple, des déplacements en vacances ou des choses comme ça, parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle la conservation de la longueur. 1, 2, 3, 4. Pour les plus grands, c'est une évidence. En fait, ils parcourent les deux la même distance. Il y a autant d'allumettes là qu'ici. Ça ne veut pas dire qu'il y a des zigzags que ça va changer la distance. La compréhension des distances vient donc avec l'âge et le développement de l'enfant. Intéressons-nous maintenant à un autre chemin, celui que les écoliers parcourent au moins 2 fois par jour. Le chemin de l'école, il a cette particularité que c'est un des premiers chemins qu'on va pouvoir parcourir en solitaire. C'est quand même la première fois où l'enfant, il va pouvoir faire un détour, faire quelque chose que personne n'a vu. Il peut monter tous les escaliers, tous les redescendre. Il peut se donner des règles. Il peut faire passer par une autre rue, puis retrouver quand même son école et personne n'en saura rien. Donc c'est vraiment ce premier moment de liberté qui est fondamental dans le développement de l'enfant aussi. Quand tu pars de chez toi, tu marches pour aller à l'école. Puis tu marches où? Tu dois me dessiner où tu marches, le chemin que tu fais, la route que tu prends. Le chemin de l'école est au cœur d'une étude menée par notre experte en Suisse et au Brésil en 2010 auprès d'enfants âgés de 5 à 13 ans. En analysant les éléments de la représentation de l'espace, tels que les chemins et les points de repère, cette étude permet de mieux comprendre la relation entre le développement cognitif de l'enfant et sa capacité à dessiner un plan. Ouais, je te porte. Il est où ton chemin? Le plus jeune des enfants a trouvé une méthode bien à lui pour présenter le chemin de son école. Et puis il passe par là? Là-bas? Ouais.
Les petits, en fait, c'est comme s'ils représentent leur propre mouvement. Ben, je sors de la maison, j'avance, j'arrive à l'école. Ouais. C'est mon école. Ah, c'est déjà ton école là-bas. Tu sors comme ça, Oui. traverser la route comme ça, et puis comme ça. Leur chemin, c'est en fait simplement des mouvements. C'est leur propre mouvement qui se remémore en train d'avancer et on ne sait pas la distance. Et c'est arrivé. Ah ouais. Comme ça, c'est trop loin. Ouais, c'est un peu plus loin comme ça. Mais moi, je suis pas sûr que je vais y arriver. Hein. C'est ma maison. Oui. Ça, c'est tout le chemin qui va jusqu'à là. Oui. Ils indiquent que les changements de direction. C'est un petit peu une vision encore complètement topologique. Je vais à droite, je vais à gauche, je monte. Mais il n'y a pas de repère projectif, comme on dit, de représentation de l'espace. Et faire une bonne représentation pour autrui, ça veut dire intégrer à la fois des aspects topologiques, ce qui est près, ce qui est loin, ce qui est à côté, devant, derrière. Des aspects euclidiens qui sont les distances, les longueurs. Il faut qu'on ait à peu près une idée de ce qui est près ou ce qui est loin. Et puis un espace projectif qui est de représenter sur une carte quelque chose à 3 dimensions pour que l'autre puisse le voir. On a celui-là, aussi là, voilà. On voit que les dessins des enfants avant 7 ans, on a le chemin qui va de la maison à l'école, c'est pratiquement le même dessin. Et puis il va petit à petit avoir les repères qui apparaissent. Donc vers 9, 10, 11, 12 ans, là, il commence à y en avoir beaucoup. Mais c'est vraiment très progressif, ça augmente avec l'âge en fait. Et puis là, on peut faire le trajet, c'est extraordinaire. On peut tourner autour. Ouh, magnifique. Et puis ici, alors, on a aussi beaucoup de repères avec notamment tous les chemins qu'on ne prend pas, par contre. Là, ouais. Ce que nous avons testé ici avec des enfants romans, Evelyne Tommen l'avait déjà analysé dans son étude menée avec des écoliers suisses et brésiliens. On a vraiment des représentations tout à fait semblables. Donc si maintenant je vous donne des dessins, vous n'arrivez pas à me dire si c'est une fille ou un garçon, vous n'arrivez pas à me dire si c'est un Brésilien ou un Suisse. Il y a certainement quand même quelque chose de général, d'universel dans le développement de l'enfant, de la représentation de l'espace qui va arriver à peu près dans le même ordre, à peu près au même âge. Didier Urbain, est-ce qu'il y a des bienfaits à voyager d'après vous ? Ah, mais ils sont immenses. De toute façon, je pars toujours du principe qu'il y a une expérience qui est irremplaçable quand j'entends dire que pour des économies d'énergie ou par écologie, il faut que les gens limitent leur voyage. Je bondis. Je préfère que les supertankers chargés de cochonneries arrêtent de naviguer et que les hommes continuent à voyager. Un peu plus pour les hommes, un peu moins pour les biens, ce serait pas mal non plus, parce que c'est une expérience irremplaçable, le voyage. Qu'aucun Skype du monde ne pourra vous donner l'occasion de vivre. Je veux dire, on existe non seulement parce qu'on voit l'autre, mais parce que l'autre vous voit. Cette expérience-là, vous ne pouvez la vivre que dans le voyage. D'où, je crois, je vous l'avais dit, ce proverbe islandais qui dit qu'un enfant qui ne sort jamais de son village devient vite un idiot. Qu'est-ce qui se cache là derrière ? C'est-à-dire que l'enfant qui sort du village, qu'est-ce qu'il acquiert ? Qu'est-ce qu'il a de plus par la suite ? Il sait qu'il y a quelque chose de l'autre côté de la colline. Et donc, ça le préserve de cette fâcheuse tendance qu'on appelle l'égocentrisme ou l'ethnocentrisme, qui est de penser qu'au-delà de la colline, tout est pareil qu'ici. Voilà. C'est cette leçon de relativité irremplaçable qui est de comprendre la diversité des cultures, plutôt que de la découvrir comme, au fond, une sorte d'anomalie. Voyez ? Au fond, le colonialisme, le racisme ne sont pas nés d'autre chose que de cette idée que tout ce qui n'était pas comme moi est quelque part ou en retard ou anormal. C'est une question de prise de conscience. Donc le détour qu'est le voyage me permet d'autant mieux d'apprécier la place que j'occupe. Et je n'en reviens que mieux chez moi, parce que je comprends où je suis. Je me suis situé, je me suis relativisé, je me suis évalué, et je sais comment et dans quelles conditions j'existe. Des chercheurs allemands ont analysé l'influence de la mobilité sur la personnalité de 2 groupes d'étudiants, des universitaires partis étudier durant au moins un semestre à l'étranger et des étudiants ayant choisi de rester dans leur pays. Les résultats de cette recherche, publiée en 2013, montrent que les étudiants partis à l'étranger ont nettement développé leur tendance à l'extraversion. Une fois rentrés au pays, ils se sont montrés plus ouverts à la nouveauté et au changement que les étudiants sédentaires. Et leur personnalité, suite à ce séjour à l'étranger, était encore plus portée vers la coopération, l'harmonie sociale et l'optimisme. Lorsqu'on est dans une habitude, notre train-train quotidien, finalement, ne présente relativement peu
challenge, si on peut dire. Donc on est dans quelque chose qui est assez automatique, on est dans un fonctionnement quotidien très répétitif. Et le voyage nous permet d'explorer quelque chose de complètement nouveau. Donc ça nous active aussi certaines régions cérébrales qui fonctionnent dans un mode très automatique habituellement et qui sont obligées d'inventer, de trouver des moyens, des solutions, de peut-être prendre des décisions qu'on ne prend pas forcément dans le quotidien. Il existe 2 manières pour l'humain de traiter l'information au quotidien. Lorsque nous gérons des connaissances ou des activités de routine, nous évoluons en mode automatique. Mais lorsque notre cerveau, confronté à un contexte nouveau, doit élaborer des stratégies, gérer le temps et l'espace, être attentif aux détails ou repérer un danger éventuel, il fait alors appel à ce qu'on appelle les fonctions exécutives, des fonctions particulièrement sollicitées en voyage. Prévoir, chercher des solutions, et souvent ce sont des solutions nouvelles. On doit peut-être adapter notre comportement particulièrement selon la situation. Donc ça, c'est la partie exécutive, et je pense de changer l'environnement, donc voyager, et puis surtout de changer de culture aussi, ça doit stimuler ces systèmes exécutifs. Il y a aussi un autre aspect auquel je pense, c'est les langues. Sur le plan linguistique, forcément, on se déplace, on est obligé d'utiliser d'autres langues. Et des fois, on est obligé d'utiliser un langage de gestes, donc de se débrouiller vraiment pour communiquer l'information. Et on est exposé à des personnes qui ne fonctionnent pas forcément sur le même mode de communication, disons, pour nous, Européens, par exemple. Et ça, c'est un autre aspect de stimulation qui est absolument extraordinaire. C'est où qu'on est? On est devant les Torres del Paine. De 2013 à 2015, on est parti à la base pour 1 an de tour du monde. C'était censé être un congé pas sabbatique, puisqu'on avait démissionné, mais ça devait être une coupure d'1 an et revenir. En route, ça a déjà vite changé parce qu'on est rentré après 19 mois finalement, donc ça avait déjà un peu, et ça nous a donné vraiment le goût du voyage. Quand tu voyages comme ça, il t'arrive tellement de choses, et c'est un concentré d'expérience, et puis que t'as pas forcément on n'avait pas forcément avant, et du coup, après quand t'as goûté à ça, t'as plus forcément envie que ça s'arrête. Et cela ne s'arrêtera pas, car ce besoin d'ailleurs, ils le vivent désormais grâce à la vie de nomade qui est la leur depuis 2 ans. Un style de vie itinérant qui les a énormément changés. Moi, j'étais une planificatrice compulsive, je crois, quand même, on peut le dire. Ouais, quand même un peu, ouais. Moi, c'était au moment où on s'est lancé, c'était ma grande angoisse de savoir à l'avance où c'est qu'on allait dormir, ce qu'on allait manger, les zones à éviter, Ouais, et puis on avait aussi tout un grand plan de vie déjà assez clair. Moi, j'étais en train de faire un doctorat à Vienne, et puis du coup, une idée assez claire dans la tête de la suite de nos projets, et c'est vrai que ça a complètement changé maintenant. Alors, on n'a plus trop de projets à long terme comme ça, donc on laisse plus venir les choses comme elles vont se passer, en se laissant un peu surprendre. Demain, par exemple, ils annoncent pas beau et on va probablement prolonger notre séjour d'une nuit pour pouvoir travailler parce que si on avait tout planifié, en fait, on serait un peu coincé. Et c'est vrai que du coup, là, ça nous permet d'être très flexible sur ce qu'on fait. Flexible et toujours connecté. Car s'il est un critère dans le choix de leur destination, c'est la qualité du Wi-Fi pour leur mandat d'informaticien délocalisé. Ils travaillent ainsi où ils veulent et quand ils veulent. L'eau sort. Tu trouves? Bah, ça, il faut voir. Benoît, il va se lever très tôt le matin, il va travailler quand moi je dors. Et après, lui, par contre, moi, en soirée, je serai plus efficace et je vais continuer. Et on suit notre rythme naturel. Alors que quand on était au bureau avec des horaires fixes, pour moi, c'était plus difficile parce qu'il fallait plus s'adapter à ce genre de choses. Et ça allait aussi un peu à l'encontre de certains rythmes naturels. Moi, je me sens assez vite bien à quelque part, en fait. Donc, ça ne me donne pas le tournis de changer finalement assez souvent d'endroit. C'est même plutôt intéressant parce qu'on est dans un nouvel endroit, on est vite intéressé par tout ce qu'il y a autour et on est constamment stimulé par plein de choses. Du coup, en fait, moi, j'aime plutôt ça, changer souvent. On se sent chez nous partout, en termes de meubles, en termes d'affaires. Mais après, sentimentalement, c'est la Suisse. Sentimentalement, on est attaché à la Suisse, ouais. Tu fais des photos un peu des graphes aussi? La vie sédentaire en Suisse, ils y ont pensé. Ils ont même testé.
quand on est rentré de notre voyage, on a été chez Ikea acheter nos meubles. Et quand on a monté les trucs, le premier truc que Benoît il me disait, c'est j'espère qu'on va bien pouvoir les revendre. Tu crois comment est-ce qu'on va les revendre? Et à ce moment-là, déjà, c'était un peu la petite... Voilà, dès que j'ai acheté une lampe, il me disait mais arrête, on n'a pas besoin, parce que c'était un peu ce sentiment de plus on achetait de choses et plus on se construisait un peu une prison autour de là où on était. Donc je pense qu'on... C'est que pour l'instant, on avait toujours envie de bouger. Ouais. Mais c'est vrai que... je ne saurais pas comment dire, mais c'est vrai qu'on verra. Peut-être qu'à un moment, on aura vraiment envie de se poser. Puis à ce moment-là, moi, je serais super content d'avoir trouvé peut-être un endroit où je me dis tiens, c'est là que j'ai envie de me poser. Et à ce moment-là, on choisira cet endroit. Mais pas dit que ça arrive quand même. Pas dit que ça arrive tout de suite. Peut-être que ça arrivera. Et puis la beauté, c'est comme je disais, c'est qu'on a la possibilité de choisir à ce moment-là. Et puis quand on voudra le faire, on s'arrêtera. Puis voilà. Certains d'entre nous ressentent un besoin de découverte plus intense, plus marqué que la grande majorité des humains. Et ce besoin pourrait avoir des origines génétiques. En effet, les chercheurs ont identifié un gène spécifique qui pourrait augmenter le goût pour le mouvement. Ce gène a été découvert en 1999. Depuis, il a fait couler beaucoup d'encre dans les milieux scientifiques. Certains généticiens remettent en question son lien avec le voyage. Mais aujourd'hui encore, il réapparaît régulièrement dans les revues spécialisées. On l'appelle communément le gène du voyageur. Non scientifique, le DRD4-7R. Le cerveau des personnes porteuses de ce gène a besoin d'une libération de dopamine plus grande que le commun des mortels pour ressentir le même plaisir. Et comme ce n'est pas dans les tâches routinières que la dopamine s'exprime le plus, ces personnes ont besoin d'aventure. Elles sont plus susceptibles d'explorer de nouveaux endroits, des idées ou des relations nouvelles, de prendre plus de risques, voire de consommer des drogues. Les scientifiques qui ont découvert ce gène du voyageur estiment qu'il concerne 1 humain sur 5. Ce gène, c'est probablement ce qui avait poussé Blaise Hoffmann à quitter ses 2 copains de voyage pour partir seul au Maroc. Mais d'abord, il y a eu l'Afrique noire. Au gymnase, il y avait un aumônier qui a eu cette idée assez saugrenue d'emmener 30 jeunes en Afrique, au Bénin, pour un voyage de 3 semaines à prétexte humanitaire. Et ça a été un choc immense, un choc sensoriel, un choc esthétique, un choc culturel aussi. Et puis j'avais cette impression, c'était un peu comme si j'avais toujours vécu dans une grande baraque et puis il y avait des pièces dans lesquelles j'étais jamais allé. Et ce Bénin, c'était une pièce. Impossible pour lui de ne pas aller découvrir les autres pièces. Un jour, il prend le train pour Zagreb, première étape d'un grand voyage d'1 an et demi à travers l'Asie et l'Afrique. Les portes, là, on est en terre ouïghour, tout à l'ouest de la Chine. En route, il noircit des cahiers de notes qui deviendront son premier livre, Aller simple. Presque. Et là, visiblement, on est en Mongolie. Je pense que toutes les personnes qui ont voyagé seules le savent, c'est-à-dire qu'on fait simplement, on tourne un bouton, c'est le bouton de l'intensité de la vie. Alors on a des moments de pic de joie incroyables, hallucinants. Et puis à l'inverse, on a des moments down qui sont un peu plus forts parce qu'il n'y a personne qui est là, surtout au réveil. Pour moi, c'était surtout ça. Mais je me disais, j'avais une règle, disons, si pendant 10 jours, je ressentais plus de sens à ce que je faisais au voyage, je rentrais. Mais c'est jamais arrivé. Ces moments un peu négatifs passaient toujours assez rapidement. Et voyager seul, pourquoi? J'ai l'impression qu'un compagnon de route, ça fausse toujours un tout petit peu l'allure. Si on veut vraiment s'écouter et voyager à un rythme qui est le sien, eh ben, il faut être seul. Et puis quand on voyage seul, on s'aperçoit très rapidement qu'on n'est jamais seul. Si on voyage pendant 8 heures sur une piste, forcément qu'on va rencontrer tout le bus et qu'on va être invité le soir même pour l'hospitalité. Et c'est ça qui est très fort, qui est un peu fatigant. Je ne sais pas si j'arriverai encore à partir 1 année et demie tout seul comme ça, parce qu'il faut chaque fois relancer la machine tous les matins. Mais c'est beaucoup d'intensité. Ouais. Ce fils de vigneron paysan a également découvert une autre forme d'aventure, le voyage sans la distance, presque immobile, l'exotisme du proche. C'était pas une volonté, c'est jamais très conscient, hein, on s'en aperçoit après par la suite, mais de passer un été sur les pâturages de Longrain, avec mes 1000 moutons, mes 5 chiens, eh ben, je me sentais bien plus dépaysé qu'à Oulan-Bator, ou bien à Tamanrasset, ou bien à Krasnoyarsk, disons. Et c'est ce sentiment-là qui est important. Quelle qu'en soit la forme,
Le voyage restera une donnée essentielle de son ADN et de son inspiration d'écrivain. Si je continue à voyager, c'est que on s'aperçoit assez rapidement qu'on est forcément gagnant. On rate jamais un voyage. C'est un peu un casino, on y va, on ne sait pas trop ce qu'on va gagner, mais on est sûr qu'on va gagner. Alors il y a des sacrifices, surtout si on part longtemps, des sacrifices professionnels. Il faut, disons, démissionner ou alors arrêter une carrière. Il y a aussi pas mal de sacrifices sentimentaux. On perd passablement de copines en partant longtemps, mais on revient gagnant. On est peut-être plus émerveillable. Il y a une disponibilité au réel, une disponibilité aux choses, aux gens. Il y a quelques couches comme ça protectrices qui sont tombées. Il y en a qui disent on relativise davantage, on est plus conscient de notre chance, des choses comme ça. Je pense simplement qu'on se sent plus vivant. Je crois que c'est simplement ça. On l'a vu, le fait de voyager comporte beaucoup d'avantages. Ça favorise l'ouverture d'esprit, ça stimule le cerveau et pour certains, ça nourrit le plaisir du risque. Mais la liste est loin d'être complète. Les bienfaits du voyage peuvent encore se décliner sous d'autres formes et dans des situations ou des endroits tout à fait inattendus. La séquence que vous allez voir a été tournée dans un EMS spécialisé, un établissement où le voyage sert de thérapie. Le lieu est intrigant. On y trouve une salle d'attente, un endroit pour poser ses valises, un panneau indiquant les horaires des trains, bien qu'on ne fasse ici que des voyages immobiles. Des voyages dans le brouillard de la mémoire, car le dispositif, inventé par un médecin italien, est destiné à des patients atteints par la maladie d'Alzheimer. La thérapie du voyage s'adresse à des personnes qui ont des troubles cognitifs assez avancés, de manière à ce qu'ils ne puissent pas se rendre compte de la virtualité justement de la thérapie du voyage, du train. Et finalement, dans cette proposition de partir, il y a cette impulsion que les résidents ont parfois quand ils souhaitent partir de l'unité. Partir, fuir, obsédé par l'idée de revenir quelque part dans le passé, c'est une des conséquences de la maladie d'Alzheimer. Nous sommes autorisés à assister discrètement à la séance. Marie. On va pas loin. On va pas loin. Le voyage fictif commence et notre patiente est très angoissée. Et pourtant, là, c'est la maman qui travaille. Alors, je fais tout mon travail. Ouais. Si tu veux, que vous voulez, madame, voilà, que tout ça. Mais, puis, maintenant, je laisse travailler, puis je peux pas. Puis elle s'installe peu à peu dans un présent plus apaisé. Alors je dis, tu dois lui prendre quelque chose. Mais non, je vais. Est-ce qu'elle fait référence à ce qui défile derrière la fenêtre? Elle fait référence par moment, pas toujours. Les voyages sont toujours différents finalement. Une fois, elle a regardé le paysage, on voyait un champ, et puis elle a dit là c'est Nomain. Et donc elle a vécu à Nomain, donc c'est une ville qu'elle connaît. Mais ça, bien sûr. La thérapie du voyage, c'est un outil facilitateur de communication. On a des résidents qui sont beaucoup plus ouverts vers l'extérieur, sur l'environnement, beaucoup plus ouverts vers les autres résidents, mais également vers les soignants, qui communiquent beaucoup plus facilement, qui sont moins recroquevillés sur eux-mêmes. Une anxiété qui s'est diminuée également. Parce que l'anxiété, c'est quand même à la base de pas mal de comportements, la déambulation, l'agressivité. Et c'est vrai qu'on a des familles qui disent « mais c'est incroyable comment certains résidents qui bénéficient de la thérapie du voyage ont changé physiquement et psychologiquement ». Cette patiente déambulait 12 km par jour il y a 1 an, avant ses séances de thérapie du voyage. Elle marche 3 fois moins aujourd'hui. Pourtant, ce n'est pas un vrai paysage qui défile derrière la vitre. C'est un film. Aujourd'hui, le voyage du touriste connecté se vit de plus en plus souvent à travers les écrans.
Jean-Didier Urbain, qu'est-ce que le smartphone doté d'appareils photo, de GPS, de moyens de communiquer, d'Internet, a changé dans notre façon de voyager? Beaucoup de choses, à commencer par cette capacité qu'il offre d'être en contact tout le temps. C'est déjà vrai au quotidien, c'est également vrai en voyage. Au passage, simplement, le voyage perd une de ses qualités essentielles. Laquelle? La rupture. C'est-à-dire étant toujours connecté, toujours branché, toujours en contact, toujours relié, on ne coupe jamais ce lien. Donc on s'envoie des SMS, des MMS, des images, des textes, même sa voix. Bon. Donc le mythe de la rupture, du voyage de rupture n'existe plus en fait. Voilà, c'est un mythe en fait. Je n'ai pas à le déplorer, je constate. Objectivement, c'est que aujourd'hui nous sommes avec un voyageur qui a tellement d'électronique embarquée que c'est un petit Airbus à deux pattes, qui peut même consulter ses comptes à 3000 km ou 5000 km de distance, qui n'a plus besoin de l'indigène pour s'orienter puisqu'il a son GPS, qui n'a plus besoin d'attendre le développement des photos pour savoir si elles sont réussies puisqu'il a son numérique. Et donc c'est vrai que c'est une autre poésie du voyage. Mais ça permet également de faire 1000 fois plus de choses parce que la rapidité est là. Mais cette rapidité est-elle si importante? Est-ce qu'il faut forcément faire 1000 choses? S'émerveiller une fois véritablement plutôt que faire semblant de s'émerveiller 50 fois en faisant tous les beaux sites du coin, est-ce que ça vaut le coup? Voilà, c'est un peu là ça la question. Jean-Didier Urbain, merci. C'est moi. Comment est-ce qu'à 40 ans, vous voyez le jeune voyageur que vous étiez au tout début? Il a fait le bon choix, ce voyageur-là. C'est-à-dire que le voyage, c'est vraiment une belle école de vie. C'est une formation. On dit que le voyage forme la jeunesse, c'est vrai. C'est nécessaire, ça devrait être même obligatoire. Moi, je ne pense pas que j'ai été un voyageur de la fuite, mais plutôt un voyageur un peu enraciné, plutôt un passant, en fait, quelqu'un qui se promène, mais qui revient. Et puis aujourd'hui, 40 ans, très certainement qu'il y a quelques années, quand j'ai reçu le prix Nicolas Bouvier, j'aurais pu devenir un voyageur professionnel. J'avais une commande pour Géo, j'aurais pu faire des guides, j'aurais pu vendre des conférences, des choses comme ça, vivre du voyage. Puis heureusement que je n'ai pas fait ce choix-là, parce que le voyage, ça reste un moyen, un outil, un bel outil, mais si c'est un but en soi, ça donne souvent des gens un peu cyniques, un peu secs. Peut-être que l'énergie, au bout d'un moment, elle se tarit. Et le voyage, c'est le tremplin, mais après, il faut arriver quelque part. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce mot exotisme? Rien de très beau. C'est un peu une fuite. C'est un abandon à quelque chose d'extérieur. C'est un vilain mot? Il y a une petite vulgarité qui se cache dessous. Ouais. Comme touriste, par exemple? Non, non, parce que j'en suis aussi un. Je crois qu'en 2018, la seule question qui est importante, c'est entre voyage volontaire et voyage forcé. Donc d'un côté, entre les touristes, les voyageurs, les backpackers, et de l'autre côté, les migrants, les réfugiés, enfin des personnes qui quittent des situations de crise, de misère, de guerre, qui ne peuvent pas franchir un mur. Ce nouveau mur de Berlin, c'est la mer Méditerranée. Nous, on peut la franchir dans tous les sens quand on veut, et il y a quelques personnes qui essayent et qui arrivent dans une Europe un peu surpris de ne pas retrouver l'hospitalité qu'ils ont eux-mêmes offert aux touristes et aux voyageurs, par exemple, que j'ai été. On en revient toujours à revenir. C'est très important, ouais. Ça rejoint la méfiance envers l'exotisme, c'est-à-dire qu'il y a un départ, mais il y a un retour. Il y a un dépaysement, il y a un repaysement, et les deux choses sont aussi importantes les unes que les autres. Et qu'est-ce qu'on ramène? Dans mon cas, très peu de choses matérielles, c'est des impressions. Il y a une impression qu'il y a un moteur, un beau moteur de vie, c'est qu'on a tellement été aidés, accueillis, hébergés, qu'au retour, on se sent en dette
mais des belles dettes. C'est-à-dire qu'on se sent redevable d'une certaine forme de générosité. Et en voyage, on ne se fait pas tout seul. Et c'est ça un des trésors du voyage. Voilà, Dans la tête de, c'est terminé pour ce soir. Si vous voulez voir ou revoir l'émission, elle est en tout temps disponible sur notre page Play RTS. Et si vous voulez nous laisser un commentaire, vous pouvez le faire à notre adresse mail ou sur notre page Facebook. Je me joins à toute l'équipe pour vous souhaiter une très belle soirée. À bientôt.